Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 pour cette édition spéciale consacrée à la disparition du président du Tchad, Idriss Déby Itno n'est plus. Un conseil militaire a été mis en place, une transition est assurée par ce conseil militaire. Mais que dit précisément la constitution tchadienne en cas de vacance de pouvoir? Nous en parlerons avec Armstrong Agaya de la rédaction de Gabon 24. Merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Billy Arnaud, qui est analyste et politologue, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Nous serons en direct de Paris avec Georges Dougueli, qui est à Jeune-Afrique, qui également reviendra sur ces questions avec nous, surtout la géopolitique qui se redessine après la disparition d'Idriss Déby Itno. Mais avant que d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous proposer cet extrait qui nous est parvenu hier, à la suite de la fermeture des frontières au Tchad. Un conseil militaire de transition est mis en place pour assurer la défense de notre cher pays dans cette situation de guerre contre le terrorisme et les forces du mal afin d'assurer la continuité de l'État. Aussi, les mesures suivantes sont-elles prises à partir de ce jour? Le conseil militaire de transition garantit l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, le respect des traités et accords internationaux et assure la transition pour une durée de 18 mois. Un deuil national de 14 jours est décrété sur toute l'étendue du territoire. Les drapeaux sont mis en berne et des obsèques nationales seront organisées. L'Assemblée nationale et le gouvernement sont dissous. Une charte de transition sera promulguée par le président du Conseil militaire de transition. Un couvre-feu allant de 18 h à 5 h du matin est instauré sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un gouvernement de transition sera mis en place. De nouvelles institutions républicaines seront mises en place à l'issue de la transition par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, suivant l'esprit du sacrifice pour lequel le maréchal du Tchad s'est battu durant toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. On vient de le voir, les militaires permettés ont pris position et ont mis en place un conseil militaire. Il a été diversement apprécié. Hier, nous sommes déjà revenus sur la question, mais là, nous allons prendre la direction de Paris pour la première question à Monsieur Georges Dougueli de Jeune-Afrique. Quelle lecture faites-vous des événements qui se sont passés hier? On parle notamment d'un coup d'État dans certaines localités de la planète. Qu'est-ce que vous nous dites? Pour moi, la journée d'hier au Tchad a connu deux événements. Le premier, c'est évidemment le décès du président Idriss Déby Itno. Et le deuxième, c'est le coup d'État qui s'est ensuivi. Oui, moi je considère que ce qui s'est passé hier est un coup d'État parce que suspendre la Constitution est le premier acte d'un coup d'État. Ensuite, la nomination d'un conseil militaire de transition alors que la Constitution prévoyait un mode d'évolution du pouvoir, somme toute, assez clair, malgré le fait que le vice-président qui, normalement, doit prendre la suite, c'est-à-dire assurer l'intérim du président en cas d'indisponibilité définitive, n'avait pas encore été nommé. C'est le président de l'Assemblée nationale qui devait normalement être le président intérimaire du Tchad aujourd'hui. Tout ça a été mis entre parenthèses et la Constitution suspendue, les autres institutions connaissant aussi le même sort. Cette situation est pour moi un coup d'État et nous espérons que le retour à l'ordre institutionnel et l'ordre constitutionnel sera arrivera très vite.
Georges Dougueli, vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Je rappelle, Armstrong Agaya et Monsieur Arnaud Billy, qu'en cas d'absence, et l'article 80 de la Constitution tchadienne nous dit qu'en cas d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire du président de la République, son intérim est assuré par un membre du gouvernement désigné par ses soins, dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués. Un acte réglementaire du président de la République détermine les conditions d'exercice de l'intérim. On dit dans l'article 81 qu'en cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par la Cour suprême saisie par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les attributions du président de la République, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 85, 88, 95 et 96, sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale et en cas d'empêchement de ce dernier par le premier vice-président. Il n'en est rien. Au Tchad, les choses sont différentes. Il y a un conseil militaire. Finalement, coup d'État ou pas coup d'État, messieurs Billier, vous avez la parole. Bon, il faut comprendre que pourquoi on parle de coup d'État. Aujourd'hui, on parle de coup d'État parce qu'il y a eu violation flagrante de la Constitution. Le fait qu'on a dissous des institutions et que nous avons vu clairement que l'article 81 de la Constitution tchadienne n'a pas été respecté. Et nous avons malheureusement, et pourquoi d'autres personnes disent aussi qu'il n'y a pas coup d'État derrière. C'est parce que nous avons eu certaines informations où le président de l'Assemblée nationale s'est résigné d'occuper cette fonction d'intérimaire. Et étant donné que le président partant n'avait pas encore nommé de vice-président, ils n'ont pas voulu laisser ce vide juridique s'installer. Et l'article 125, si je ne me trompe pas, de la Constitution, qui permet à ce que l'armée, qui est garant de la stabilité, puisse prendre le dessus en cas de problème. Je pense que c'est à travers ce mécanisme qui n'était pas complet que l'armée s'est sentie obligée de prendre devant de la scène. D'accord. Armstrong Agaya, lecture. Alors, ce que j'ai envie de dire dans un premier temps, c'est qu'il y a dans cette situation une analyse de fond et une analyse de forme. Dans le fond, on pourrait penser que, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Pourquoi? Parce que la Constitution tchadienne est claire. Lorsque l'on tient compte des articles susmentionnés, d'ailleurs, l'article 85, 88, 95 et 96, ces articles délimitent les fonctions du président en exercice par intérim. Ensuite, il y a que le Tchad se retrouve dans une situation assez exceptionnelle. Je le disais, il y a encore moins de 24 heures. Il ne s'agit pas d'une situation qui serait survenue pour un cas de maladie, par exemple, ou alors de la démission d'un chef d'État. Il s'agit tout de même d'une disparition survenue à la suite d'un affrontement militaire. À partir de ce moment, je pense que tout esprit bien assis, il était clair qu'à cet instant précis, les militaires auraient agi sans pour autant fouler à même le sol ce que dit la Constitution, mais en se disant il faut garantir la sécurité et la stabilité de la nation. Mais pourquoi du coup, dissoudre dans la forme, oui, on pourrait se permettre de parler d'un coup d'État militaire, parce qu'il y a eu d'ailleurs ce qu'interdit la Constitution, même si l'intérim était assuré par le président de l'Assemblée nationale, la dissolution des institutions telles que le blackout pour le gouvernement, l'Assemblée nationale, la Cour suprême et autres. Oui, dans la forme, l'on peut se permettre de l'affirmer. Il y a eu un coup d'État, mais dans le fond, il faut tenir compte des éléments qui ont emmené le pays à se retrouver dans cette situation. Un État sans un chef peut permettre que d'autres éléments nuisibles trouvent une porte d'accès et se permettent de s'aimer le trouble possible. Et quand vous dites éléments nuisibles, ce sont les rebelles, par exemple, ou bien les rebelles, opposants ou alors, et d'ailleurs, même quand on parle d'opposition au Tchad, est-ce qu'il y a véritablement une opposition civile au Tchad? Aujourd'hui, quand on parle d'une opposition au Tchad, et d'ailleurs, la dernière élection présidentielle le démontre à juste titre, le principal opposant en face d'Idriss Déby Itno, il s'agit quand même d'un ancien chef rebelle, devenu aujourd'hui acteur politique par la force des choses. Maintenant, pourquoi ne pas tenir compte également de ces éléments avant que de mettre au devant de la scène ceux qui sont existants, tels que le coup d'État? Je le dis et je le réaffirme. Oui, dans la forme, il y a un coup d'État, mais dans le fond, il faudrait tenir compte de tous les éléments, de tous les paramètres. Et d'ailleurs, M. Billy le disait il y a quelques instants, le président de l'Assemblée nationale qui dit ne pas pouvoir être capable d'assumer cette fonction mêle le pays tout entier dos au mur, puisque dans la Constitution, il n'y a pas, au niveau de l'article qui le mentionne, qu'en l'absence
du président de l'Assemblée nationale, outre le vice-président de la République, outre le vice-président de l'Assemblée nationale, une autre personnalité peut assumer l'intérim. Tout sachant que les délais qui sont également prescrits pour la tenue des prochaines élections 45 jours. vont de 45 à 90 jours. Et donc, à partir de ce moment, dans une nation telle que celle-là qui connaît des troubles en matière de sécurité, comment ne pas comprendre que l'armée, sinon qu'un conseil militaire soit mis en place pour pallier au plus vite à la situation qui prévalait. Mais dans tous les cas, Armstrong Agaya, et moi je suis dans la Constitution, hein, on va essayer de comprendre ce que dit véritablement la Constitution par rapport à cette transition, et je vais paraphraser cette Constitution qui dit dans tous les cas il est procédé, donc le président de l'Assemblée nationale assurant les fonctions de président de la République ne peut ni démettre le gouvernement, ni procéder à la révision de la Constitution, ni dissoudre l'Assemblée nationale. La question qui se pose, c'est qu'il n'y a pas respect de la Constitution. Lecture, Monsieur Billy. Oui, là, il faut voir deux choses. Comme je dis, il y a la légalité et il y a la légitimité. D'accord. Au niveau de la légalité, c'est un coup d'État. C'est clair, c'est net. Au niveau de la légitimité, l'armée s'est sentie obligée d'agir. Pourquoi? Parce que si vous regardez la carte, ou bien si vous regardez la géographie aujourd'hui du Tchad, le Tchad est frontière directement à la Libye, où sont logés tous les rebelles. Et d'ailleurs, les rebelles qui ont mené l'assaut venaient de Libye. Voilà. Et si cette porte reste ouverte, pour ce qui concerne le Tchad devient un boulevard pour les rebelles. Donc, il faut tenir militairement cette zone-là. Et il faut voir, il faut comprendre qu'aujourd'hui, si l'armée, et nous l'espérons, puisque l'armée a dit qu'ils vont mettre en place un gouvernement de transition. Voilà. Donc, nous espérons, et je pense, et même le ministre des Affaires étrangères français l'a répété, en disant tout en espérant que les délais seront respectés. Parce que la peur ou le souci avec des équipes dites militaires, c'est que on s'attache facilement au pouvoir. Non, mais on l'a vu au Mali, la transition est quand même bien passée. La transition est passée. Et la première, on a eu un coup d'État après. Et après ce qui a suivi. Donc, la peur pour moi, c'est cela. C'est qu'on s'habitue. On s'attache au pouvoir. Pourquoi? Parce que le Tchad n'est pas un État politique, c'est un État militaire. Donc, ils ont une comment on appelle, je n'ai pas envie de dire une pensée militaire, ils ont un vécu militaire, donc basé sur l'ordre et la défense. À travers de ça, il est difficile qu'on puisse aujourd'hui se décharger de cet aspect-là qui est important pour eux. Donc il faut faire avec. Attention. On ne peut pas faire du politique aujourd'hui, franchement, avec le Tchad, sans ignorer le militaire. D'accord. Et justement, Monsieur Dougueli, Georges, vous êtes avec nous. Il n'y a pas eu respect de la Constitution. Au vu de ce qui est dit par la Constitution, il y a un conseil militaire qui sort de nulle part, dans le fond et la forme, selon les interlocuteurs sur le plateau. Il y a légitimité, légalité. Il faut faire le distinguo entre les deux. Vous, qu'est-ce que vous dites ? Alors, pourquoi un conseil militaire? Nous ne devons pas oublier que le pouvoir tchadien tel qu'on l'a connu ces 30 dernières années était un pouvoir militaire. Idriss Déby est arrivé au pouvoir par les armes en attaquant le président Hissène Habré, dont il était le chef d'état-major de l'armée. Il a pris le pouvoir en 1990 et l'armée a toujours été au cœur de l'exercice du pouvoir. Ils étaient à la tête de plusieurs institutions et ils ont toujours exercer une espèce de primauté au sein des institutions du pays. Idriss Déby parti, Idriss Déby disparu, il n'est pas étonnant que l'armée revienne à la tête du pays à travers ce conseil militaire qui, nous devons le rappeler, dirigé par son propre fils, qui est lui-même un général de cette même armée, qui a fait ses preuves en 2013 au Mali, lorsque l'armée tchadienne a dû intervenir en soutien de l'armée française contre les troupes djihadistes. C'est donc, pour moi, ce n'est absolument pas une surprise parce que l'armée a toujours été au cœur de l'exercice du pouvoir. Elle revient dès que celui qui était la clé de voûte de cette architecture institutionnelle, c'est-à-dire le président de la République, est décédé. Le conseil militaire qui a été constitué, vous avez bien remarqué qu'il regroupe l'essentiel de ce qu'est la colonne vertébrale de cette armée tchadienne, c'est-à-dire les généraux issus des différents groupes ethniques
les principaux groupes ethniques étant les Agawa, du président Déby, les Toubou et les Goran, dont il vous souvient que c'était l'ethnie de l'ex-président Hissène Habré. Tous ces gens sont représentés et les différents équilibres il y a une espèce de recherche de respect de ces équilibres-là. Et à la tête de toute cette structure a été installé le fils d'Idriss Déby Itno, c'est-à-dire Mahamat. Les jours qui viennent vont être déterminants parce que on va voir comment ce jeune général aura à gouverner le pays en ayant mis tous les autres pouvoirs et contre-pouvoirs entre parenthèses. Et il semble néanmoins avoir le soutien de Paris, qui a décidé de prendre acte de ce qui s'est passé et ne fera rien pour entraver la gouvernance de ce conseil militaire. L'on reviendra plus amplement sur la réaction de la France qui prend acte et l'Union africaine qui est jusqu'ici discrète et silencieuse. Mais Monsieur Dougali, plus spécifiquement sur la transition militaire, que retenir véritablement? Parce que là, vous parlez de plusieurs choses, mais sur la transition, bien ou pas bien pour le Tchad? Que va-t-il se passer? Bien malin est celui qui peut nous dire ce qui va se passer dans les prochains jours. En tout cas, le Conseil militaire de transition s'est donné 18 mois pour organiser une élection transparente. L'opposition tchadienne a donc 18 mois pour se préparer. À la tête de cette opposition, je vois bien l'opposant Succès Masra, leader du Parti des transformateurs, et qui a été l'un des opposants les plus virulents au régime d'Idriss Déby. Succès Masra et les autres vont devoir travailler avec ce conseil militaire de transition. Déjà, Mahamat Déby Itno devra rassurer l'opposition, lui donner des gages de sa volonté d'organiser une élection transparente et de se retirer au cas où un opposant ou enfin un candidat qui ne soit pas celui de son choix remportait l'élection. Il y a autant d'incertitudes devant nous que bien malin est celui qui pourrait prévoir ce qui va se passer demain. L'autre incertitude, c'est ce que va faire le groupe rebelle qui a attaqué le Tchad à partir de la Libye, du territoire libyen. Est-ce que ces gens-là vont continuer à pilonner les positions de l'armée tchadienne? Est-ce qu'ils vont toujours continuer dans la logique révolutionnaire qui consiste à prendre le pouvoir par les armes? Tout ça hypothèque un peu l'avenir de ce pays et menace sa stabilité. La stabilité actuellement, elle est gérée par la transition militaire, donc par le comité mis en place justement durant 18 mois qui va assurer la transition. Mais la question de la légitimité et de la légalité s'est posée véritablement. Et même dans les propos de M. Georges Dougali, nous avons compris qu'il y avait nécessité pour les forces de sécurité de se mettre en première ligne parce que la véritable menace, elle est aux frontières, elle est aux portes du Tchad qui est un peu, on va dire quoi, encerclé par toutes ces personnes. Le Mali, les rebelles qui viennent de Libye, etc. Votre lecture, messieurs, à la suite de ce qu'a dit M. Dougali? Oui, mais je pense que la transition va bien se faire pour des raisons assez simples. Le défunt Idriss, il avait quand même été assez stratégique à ce niveau-là. Il a mis un fils à la tête de l'armée. Il a mis un autre directeur de cabinet adjoint civil. Donc, ce qui veut dire que politiquement, il a ses assises. Et d'après le fichier, comment on voyait des institutions et administratives au niveau du Tchad, 17 de ces enfants occupent des fonctions qui sont assez stratégiques. Donc, à partir de là, qu'on accorde, parce que M. Mahamat était le moins connu, bien que discret, mais c'est le moins connu. Le plus connu, c'est l'aîné, qui était le directeur de cabinet, qui était, on va dire, le directeur de cabinet adjoint civil. Donc, je me dis, peut-être que stratégiquement parlant, il va assurer la transition militaire tout en s'assurant que le politique sera géré par son grand frère. Et là, bien heureusement, la Constitution peut le permettre. Parce que lui n'ayant pas l'âge... Sauf que la Constitution n'a pas été déjà respectée, donc tout est remis en question. Quand je dis que la Constitution pourrait le permettre, c'est en envisageant à partir des 18 mois acquis, une fois qu'on arrive à la période où il faut gagner les élections, lui ne pouvant pas se présenter pour les faits d'âge, pourrait
positionner son aîné, qui lui, il a l'expérience politique. Parce qu'il faut le rappeler que Mamad a l'expérience militaire. Depuis ses 18 ans, il sert l'armée. Donc, à partir de là, il y a plus ou moins des garanties au niveau de l'armée. Que les choses au niveau du auront politique. un certain équilibre. Exactement. D'accord. Alors moi j'ai un souci avec ce qui se dit, même si ma foi je partage un peu cet avis. Mon problème c'est qu'on ne parle pas du partage de gâteau d'une famille. Dit comme ça, un fils mis dans l'armée et un autre au cabinet civil, on a comme l'impression qu'il s'agirait de partage de pouvoir au sein d'une famille. Je crois qu'il faudrait que les Africains sortent justement de ces considérations et de ces clivages. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou pas, que l'on dise ce que l'on souhaite aujourd'hui ou pas, en tenant compte des libertés fondamentales et des droits humains, il n'y a que Mahamat aujourd'hui qui est à la tête de cette organisation militaire, est un Tchadien. Outre le fait que ce soit le fils de son père. Le fils de son père. Que ce soit le directeur de cabinet adjoint du cabinet civil du défunt Idriss Déby, c'est un Tchadien. Outre le fait que ce soit le fils de son père. Moi, je voudrais repartir à des éléments qui sont importants. Et d'ailleurs, la question a été posée tout à l'heure par Laetitia. Il faut revenir aux fondamentaux. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, on assimile le Tchad et les transitions qui s'y déroulent en se disant, bon, d'accord, État militaire, et donc on doit s'habituer à ce que tout ce qui s'y déroule ne soit non simplement un attrait qu'à l'armée. Oui, d'accord. Idriss Déby lui-même arrive en 90 au pouvoir, officialisé en 91 après un coup d'État, mais en même temps, je voudrais vous rappeler qu'en 2018, lors de la modification de la Constitution, Idriss Déby, dans sa volonté d'apporter un développement politique à sa nation, a quand même opté pour qu'il y ait désormais un mandat renouvelable une seule fois. Ça veut dire qu'on arrive ça, quand même... Ça, c'est en 98. Oui. Après quand même plusieurs mandats. Voilà. Et il a en 98, après plusieurs mandats. Ce que je veux dire par là, c'est que avec la force du temps et des événements qui se sont succédés, oui, il y a quand même eu urgence de pouvoir poursuivre certains mandats, de pouvoir avoir une certaine continuité au pouvoir sans que l'on ne parle forcément mais de Monsieur Armstrong Agaya, ce que nous sommes en train de dire, Monsieur Agaya, permettez... Je refuse aujourd'hui que l'on fasse un procès. Aux enfants, ce n'est pas un procès, c'est une constatation. Et c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, mais nous sortons de l'idée. Oui, mais sortons de l'idée selon laquelle, parce que ce serait le fils de Non, mais là, non. C'est vous qui ramenez. J'ai l'impression qu'on fait une fixation là-dessus. Est-ce qu'on peut évoluer dans le débat? Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nul besoin de rappeler qu'ils sont les fils de leurs parents. Ils sont les fils d'Idriss Déby. Ils occupent des fonctions stratégiques. On parle d'un conseil de transition dirigé par un des fils, Mahamat Déby Itno. Ce monsieur a-t-il les compétences? Aujourd'hui, la communauté international s'accorde à dire il est militaire, il y est depuis, il a les compétences militaires. Il est dans le corps sécuritaire tchadien, il connaît, il a forcément les arguments de défense pour protéger l'intégrité territoriale du Tchad. Mais la question qui se pose aujourd'hui, M. Agaya, n'est pas sur la légitimité du fils dans la fonction de président de la République ou pas. La question qui se pose, c'est le non-respect des institutions. Quel était, selon vous, le besoin de dissoudre toutes ces institutions qui avaient été mises en place par feu et durement gagnées. Et durement gagnées par feu Idriss Déby? Laetitia, j'ai envie de vous rappeler qu'il est dit à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. D'accord, mais encore. Alors, je vous disais d'entrée de jeu que cette situation ne doit pas être analysée du point de vue de la forme simplement, mais également du fond. Je vous l'avais déjà dit. En tenant compte de ce que dit la Constitution aujourd'hui, oui, dans la forme, il y a un coup d'État. Mais dans le fond, l'on peut faire intervenir certains éléments qui seraient acceptables pour comprendre la situation actuelle. Par exemple, les assauts répétés des rebelles. Sinon, expliquons le mutisme de l'Union africaine. On reviendra dans la seconde partie. Expliquons également sinon expliquons également le mot de la France qui souhaite une transition pacifique, sans pour autant plus ajouter le mot démocratique, parce que lorsqu'il a été question des autres États africains, la France s'est toujours pressée de préciser qu'il fallait que des transitions soient à la fois pacifiques et démocratiques. Et donc aujourd'hui, que veut-on apprendre
à cette nation. Est-ce qu'au travers de africaine. ces dires, la France légitime la transition militaire au Tchad? De façon indirecte, oui, je me D'accord. permettrais de le Monsieur penser. Gaïa, D'accord. si on S'il prend vous plaît, au mot- allez-y. oui, Rapidement, il nous reste si une on vous minute. prend, moi, vous dites à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Moi, j'aurais souhaité ou voulu que ce conseil soit élargi et que nous ne puissions pas civils. défendre, dissoudre l'Assemblée nationale, mais que nous puissions avoir une Assemblée nationale constitutive qui est différemment, c'est-à-dire et l'armée et les civils, pour qu'ensemble cette transition se fasse et au sort de là, qu'il y ait un véritable gouvernement. D'accord, C'est gardez aussi le une meilleur, mesure exceptionnelle. gardez la suite pour la deuxième partie. Je pense pas que ça aurait été C'est possible une- de l'avoir en moins de Voilà, 24 heures. d'accord, messieurs. Mais si l'on continue, on va rester toute la nuit ici. Sauf que nous devons marquer cette pause. Oui, et cette pause, nous la marquons avec justement le Conseil de transition, les militaires qui ont rencontré les diplomates au Tchad. Il en ressort plusieurs choses, des choses dont je vous propose un extrait. Par le Tchad, notre engagement sur le front de la lutte contre le terrorisme pour lequel s'est sacrifié le maréchal du Tchad ne va pas faiblir. Nous serons présents et actifs aux côtés des pays amis pour combattre sans relâche libre terroriste et obscurantisme. Voilà, messieurs, qui nous est très cher. C'est bien évidemment cette préoccupation cardinale qui explique tout le sens de l'appel pressant au dialogue lancé à l'endroit de tous les compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur. Comme le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, l'a lui-même éloquemment démontré à travers l'appel de Mongo. Deuxième ligne droite de cette édition spéciale qui traite de la transition en République du Tchad. Question: que dit la Constitution finalement? Nous avons déjà discuté dans la première partie avec Armstrong Agaya de la rédaction de Gabon 24, avec monsieur Billy Arnaud qui est analyste politique. Il y avait également, et toujours avec nous en direct de Paris, Georges Dougueli de Jeune Afrique. Il est spécialiste des questions africaines et nous en saurons davantage sur la réaction de la France par rapport justement à ce conseil de transition mis en place. Mais avant que de nous séparer dans la première partie, dans la fin de la première partie, messieurs, nous parlions déjà de cet appel au dialogue lancé par la junte. Vous le disiez à juste titre, il y a qu'il ne fallait peut-être pas dissoudre les institutions, mais cela a été fait et les militaires montrent donc leur volonté d'équilibrer les choses, d'apporter un mieux-être aux populations à travers un dialogue qui est déjà franc et direct. Ils appellent donc toutes les parties prenantes autour d'une table pour décider ensemble de l'avenir du pays. Lecture. Oui, c'est maintenant qu'ils disent qu'ils veulent un dialogue inclusif. Mais c'est seulement hier, monsieur. Soyez Oui, pas avare je suis non pas plus. avare, parce que l'histoire nous rappelle que ces mêmes personnes, c'est-à-dire ces rebelles depuis près de 10 ans qui demandent avoir un dialogue inclusif avec le président de la République. Si depuis 10 ans ce dialogue avait été fait, je ne pense pas que nous en serons aujourd'hui. Hier, le défunt est parti, les militaires arrivent. On ne peut pas avoir simplement un dialogue avec ceux qui sont à l'intérieur du pays et oublier l'appel depuis des années des rebelles. C'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Selon vous? Ce qu'il faut faire, selon moi, d'abord, il faut éviter les doubles crises, la crise extérieure et la crise interne. Du coup, il faut forcément faire avec le politique à l'intérieur, c'est-à-dire ramener certaines institutions, rappeler certains leaders politiques qui existent ou pas, mais ceux qui travaillent et ceux qui existent, travailler avec ceux qui veulent travailler. Revoir les institutions, comment le faire redémarrer et surtout relancer l'économie. Ça, c'est en interne. Et à l'extérieur, comment asseoir l'équilibre politique extérieur? Comment donner à l'armée, voilà, comment donner à l'armée le plein pouvoir pour ce qui est de la force offensive et défensive de l'État. C'est-à-dire quand il s'agit de protéger le territoire, que la force reste à l'armée. Mais quand il s'agit de diriger le territoire, que la force reste politique. Mais l'un ou l'autre n'empêche pas, Armstrong Agaya. On peut être, on l'a bien vu, hein, au Mali, on a vu que les militaires qui assuraient la transition après le coup d'État donc militaire, il y a eu que ces militaires-là ont associé le politique à la gestion de la chose de l'État. Et ça marche.
Votre lecture, Armstrong Agaya? Alors, déjà, j'ai envie de préciser un autre fait. Parce que lorsque M. Billy dit qu'il y a plus de 10 ans en arrière, il n'y a pas eu de main tendue pour discuter, après, je voudrais quand même vous dire que lorsque l'on regarde des situations causées par des crises sécuritaires, il y a eu difficilement succès dans des discussions, surtout lorsqu'il s'agit d'un État. Et puis, j'ai envie de préciser, surtout lorsqu'il s'agit de rebelles. L'autre chose, c'est que lorsqu'on est président de la République ou lorsque l'on est installé au pouvoir, il paraît souvent assez difficile de discuter avec des personnes qui ne sont pas respectueuses des institutions reconnues, des institutions établies d'un pays. Parce qu'en réalité, avec qui on ne discute qu'avec ceux qui reconnaissent d'abord l'existence de ces institutions. On ne discute qu'avec ces personnes qui d'abord se disent « oui, il y a un pouvoir bien établi, ce pouvoir voudrait qu'on discute sur les questions liées au développement et à la sécurité de notre État. On peut se permettre de discuter avec ce pouvoir parce qu'on le reconnaît. Dès lors où on ne reconnaît pas un pouvoir, ma foi, vous verrez qu'il sera souvent difficile, même s'il y a des discours pompeux. Oui, mais comment jugez-vous alors cet appel au dialogue lancé par les militaires, les forces en présence actuellement au Tchad? J'ai envie de vous dire qu'en réalité, lorsqu'on parle de cet appel lancé par les militaires au Tchad, c'est un appel au deuxième jour de la transition. C'est un appel lancé aux forces vives de la nation qui sont respectueuses des institutions de la République. Je pense qu'il sera difficile aujourd'hui, et d'ailleurs, ce que l'on ne dit pas assez, c'est que Idriss Déby lui-même, lorsqu'il s'est souvent rendu dans des zones à haut risque en matière de conflit, il a toujours exprimé cette volonté de discuter avec ces rebelles qui ne l'ont presque jamais accepté. À la tête de l'Union africaine, il a toujours dit... À la tête de l'Union africaine, d'ailleurs, il a mené ce combat. Absolument. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde, en RCA par exemple, on peut voir également la situation au Mali, où est intervenue par exemple l'Union africaine et le Tchad et d'autres pays de la sous-région. Lorsque l'on regarde aujourd'hui le dernier scrutin présidentiel au Tchad, vous constaterez bien qu'en face d'Idriss Déby Itno, il y a quand même eu un ancien rebelle. Ça veut dire qu'il s'est dit à un moment donné de son existence, de son opposition, qu'il fallait qu'il aille à cette élection, appelant également d'autres de ces rebelles au cessez-le-feu. Malheureusement, qui n'a pas... un cessez-le-feu qui n'a pas vu le jour. Qui n'a pas vu le jour, puisque le 11 avril de ce même mois, il y a eu encore des affrontements lorsque l'on était en pleine période électorale. Donc, ce que j'ai envie de préciser à ce moment-là, c'est que, oui, un dialogue est annoncé, et d'ailleurs on le voit à travers la sous-région, et il y a souvent cet appel du pouvoir au dialogue. Mais avec qui on discute? Mais eux, ils sont pas fermés avec qui on discute. C'est toute l'ingéniosité même. Puisque Mahamat aujourd'hui appelle au dialogue. Mais Mahamat, justement, et le conseil militaire qui dirige ont appelé au dialogue, espérant désormais que les forces vives de la nation, comme vous les appelez si bien, répondront à l'appel du dialogue lancé par ce dernier. Allez-y, monsieur Billy. Lance le dialogue à qui? Parce qu'il faut se poser la question, à qui lance le dialogue? Les forces vives de la nation. C'est tout le monde. C'est les rebelles et tout le monde. Voilà. Parce que 2011, c'est loin. 2019, voire 2020, la partie des rebelles qui se trouvent vers la Libye demande, avec une lettre ouverte, de négocier avec le pouvoir en place. Depuis 2020, il y a cette demande-là qui est là. Cette demande est rejetée parce que face à eux, ils ont eu quoi? L'armée. Mais pourquoi elle est rejetée? Parce que pendant longtemps, quand on dialoguait, vous avez cité les deux personnes que vous avez mentionnées, qui étaient des anciens rebelles, qui sont revenus aux bonnes grâces du président via quelque chose. C'est-à-dire, il y a eu des postes. Oui, c'est écrit. Hein. Il y a eu des postes, il y a eu des remerciements pour certains. Il y a eu certains rebelles qui ont intégré l'armée. Mais je crois que les rebelles, à un moment, ne pouvaient plus non plus de rester dans le maquis. Ils avaient besoin de construire aussi. À partir de là, il y a quand même l'homme d'État. Oui. Ça, je vous l'accorde. Il y a l'homme d'État qui dit, bon, je suis fatigué quand même de discuter à chaque fois. Et à chaque fois, il faut revenir sur certaines choses. Ça peut se comprendre. D'accord. Mais l'appel de Mahamat, aujourd'hui, après autant de temps, je me dis que lui, il a compris. Vous dites qu'il n'est pas légitime, cet appel? Moi, je me dis l'appel est légitime, mais il a peut-être compris, là où d'autres personnes n'ont pas compris depuis longtemps, qu'il faut faire asseoir toutes les forces au même moment et faire ce fameux dialogue. Et on espère que les forces, justement, répondront. Ce que je vais vous dire, messieurs, c'est de rejoindre notre ami à Paris, Georges Dougueli. On a vu que la France a pris acte. L'Union africaine n'a toujours pas réagi. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quelle est votre lecture? Aucune réaction de l'Union africaine. L'Union africaine n'a jamais été
l'organisation qui réagissait le plus rapidement. Cela dit, je comprendrais aussi l'embarras de Moussa Faki Mahamat, qui est lui-même un ressortissant tchadien, qui a été activement soutenu par le président Idriss Déby Itno, grâce auquel il a brigué et emporté le premier mandat à la tête de l'Union africaine, mais aussi le deuxième mandat qui est en cours. Mais on ne comprendrait pas, personne ne comprendrait que l'Union africaine ne prenne une position forte face à ce qui est en train de se passer, nonobstant le fait que le Tchad soit le pays d'origine du président de la Commission de l'Union africaine. Quelle est la position de principe? La position de principe, c'est que l'Union africaine s'oppose à toute prise de pouvoir en dehors de l'ordre constitutionnel. Ce qui s'est passé au Tchad, je le redis, c'est une lecture personnelle de la situation, c'était un coup d'État. La suspension de la Constitution n'est pas acceptable dans un pays démocratique. L'Union africaine doit s'en tenir à sa position de principe. Je ne doute pas qu'elle le fera et elle condamnera en premier lieu la mise entre parenthèses de la Constitution et devra elle aussi probablement prendre acte de la période de transition de 18 mois que se sont donnés les militaires, en insistant bien sûr sur le fait qu'à l'issue de cette période, une élection démocratique soit organisée pour un retour à l'ordre légal et constitutionnel normal. Georges Dougueli, merci d'être avec nous. Vous restez encore, oui, parce qu'il y a des choses à dire sur cette transition au Tchad. Messieurs, il y a que l'Union africaine n'a pas encore réagi. Est-ce parce que Moussa Faki Mahamat est pris entre deux feux, donc de son pays d'origine et de l'institution qu'il dirige? Comment on peut lire cette absence prononcée de l'Union africaine dans ce cas tchadien à 2 jours de la transition? Alors, peut-être qu'il faudrait tenir compte des avis qui soient personnels ou des émotions dans une situation telle que celle-là. Ensuite, je crois qu'à côté de cela, Moussa Faki Mahamat étant lui-même ressortissant tchadien, il y a que pour cette période de deuil, puisque la dépouille du président Idriss Déby Itno va certainement être exhumée au cours de cette semaine. Il y a peut-être ces exigences-là en ce qui concerne Moussa Faki Mahamat. Maintenant, à côté de cela, c'est une institution qui devrait réagir, mais pas seulement en confondant vitesse et précipitation. Elle a certainement besoin de consulter également toutes les composantes justement de son existence, toutes les composantes qui forment son existence. Donc, oui, ce retard de réaction peut se justifier à ce niveau-là, mais après, il faudrait tout de même dire que on parle quand même de l'Union africaine et il s'agit d'un État africain et qu'en réalité, lorsque la maison du voisin brûle, on ne sort pas tout de suite. Après, il y a que, qu'on le veuille ou pas, oui, il y a l'Union africaine, mais le Tchad est un État souverain. À côté de sa souveraineté, oui, il peut y avoir des avis sur la question du coup d'État tels que ces avis-là sont donnés aujourd'hui, mais le Tchad, après, reste un avis souverain. Maintenant, je pourrais m'interroger sur le fait que est-ce que l'Union africaine aujourd'hui n'a peut-être pas besoin d'avoir d'abord l'avis de tous ses pairs composants, justement l'institution, pour pouvoir réagir. On a 2 jours quand même, on aurait pu le faire. Et donc, à partir de ce moment, oui, je pense que cela... acte peut-être de la décision, de la mise en place de ce comité de transition aurait été un acte. La France l'a fait, excusez-moi, c'est déjà... on dit que même lorsque on n'entend pas la voix, le simple fait d'entendre un son fait déjà partie de la réaction. Donc permettez que je m'interroge sur l'attitude de l'Union africaine aujourd'hui, Monsieur Billy. Oui, d'abord il faut comprendre que l'Union africaine réagit par consensus, c'est-à-dire le président exercice ne se lève pas tout seul, c'est par consensus. D'accord. Et après avoir reçu l'ordre, il établit un discours. 2 jours après. Voilà, et ça peut prendre un an. Puisqu'ils ont des représentants sur place. Donc, à mon sens, ça va très vite. Voilà, ça s'appelle... Que vous avez dit à situation urgente, mesure urgente. Mais à ne pas confondre vitesse et précipitation, parce que la France, quand elle prend acte, c'est normal, c'est un allié que la France perd, et la France veut valider tout de suite ce qui est fait pour éviter que
le Sahel ne s'embrase. Donc, pour dire, il faut des gens tout de suite qui commencent à réagir et commencent à verrouiller le Sahel, puisqu'ils ont aussi des soldats là-bas. Donc, ça, c'est la rapidité française. Mais il faut aussi comprendre que dans le consensus de fonctionnement de l'Union européenne, de l'Union africaine, elle attend aussi de ses collègues de l'Union européenne pour dire comment on va faire. C'est vrai que tout de suite, si elle condamne, si l'Union africaine condamne, ça va délégitimer l'action militaire qui pourrait embraser la sous-région. Donc, faire attention à ce qu'on va dire, il faut réfléchir à ce qu'on va dire. D'accord. Mais là, il y a vice de forme, parce qu'en réalité, il y a une anticonstitutionnalité qui est visible. Il y a une anticonstitutionnalité des faits au niveau du Tchad, mais il n'y a pas vice de forme au niveau de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, il n'y a pas de délai d'exécution. L'Union africaine condamne fermement le fait que les constitutions ne soient pas respectées. Dans l'essence même de son existence, il y a ce fait-là. Donc, on se rend bien compte qu'il y a un État qui n'a pas respecté la Constitution avec la mise en place de ce Conseil de transition et l'Union africaine qui est inerte comme ça. Mais c'est normal que l'Union... c'est normal, il faut se comprendre l'Union africaine parce qu'elle s'est dit, nous prenons position du droit, de la légalité ou bien nous prenons position de la légitimité. Tout est dans la question des deux. Donc tout est là pour l'Union africaine qui ne s'est pas encore à ce jour décidé de dire quel est le plan que nous allons adopter. Vous avez quelque chose à ajouter? Rapidement. Oui, très rapidement. Je vous disais tout à l'heure que cette situation a deux formes, a deux positions. Fond et forme. Le fond et la forme. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Union africaine reste confrontée à cette difficulté. Faut-il tenir compte de la forme ou du fond? Et prendre une décision ou alors tenir compte du fond. La question est à propos. Et là, on a envie de s'interroger quand même. Tout cela est bien parce que ce sont certains qui pensent à la place des autres, mais il y a le peuple tchadien aussi qui est exaspéré par des années de conflits. Et justement, nous vous avons avec nous, Monsieur Georges Dougueli. Est-ce que l'on peut espérer des lendemains meilleurs à la suite de cet appel au dialogue, de la mise sur pied de ce comité de transition, 18 mois pour préparer le prochain scrutin? Est-ce qu'on peut espérer véritablement des lendemains meilleurs pour ce peuple tchadien? Monsieur Dougueli. Oui, l'histoire du Tchad est une tragédie au long cours. Depuis des années, depuis l'assassinat de Ngarta Tombalbaye, ce pays n'a plus arrêté d'être pris d'assaut par des hordes de rebelles venus soit de Libye, soit du Soudan. Les populations sont les premières victimes de ces assauts répétés de forces et parfois étrangères, comportant des mercenaires étrangers. Les populations ont toujours souffert de cette situation et on a toujours enregistré des exodes, notamment vers le pays le plus proche de la capitale, c'est-à-dire le Cameroun. Nous n'avons pas encore enregistré des passages sur le pont du Chari qui fait la frontière entre les deux pays parce que les combats manifestement n'ont pas encore gagné la capitale et les gens ne se sentent pas encore vraiment en insécurité. Mais si cela devait se produire, si les rebelles devaient encore arriver dans les faubourgs de la capitale, eh bien l'exode commencerait. Les crises sont souvent très mauvaises pour les faibles. Évidemment, aujourd'hui, on espère que les politiques et les militaires s'entendront pour trouver un terrain d'entente pour organiser une élection qui va nous épargner d'un conflit armé et qui va permettre aux populations de retrouver la normalité de leur quotidien. Voilà, donc c'est vrai que les populations sont souvent celles qui payent le lourd tribut de tous ces conflits. Rapidement, un mot sur cette question de lendemain meilleur pour la population tchadienne. Le lendemain meilleur, moi je reste incertain parce que malheureusement ce pays a eu une histoire de conquête et à chaque fois. Et à un moment donné, le peuple n'y croit plus. Le peuple espère une certaine stabilité qui pourrait permettre aux gens de vaquer à leurs occupations et avoir une certaine économie. Mais si on associe toutes les forces vives de la nation, est-ce que vous ne pensez pas que cela participe à asseoir une certaine sérénité chez les populations? Oui, pour moi, la sérénité viendrait que si on assoit tout le monde, véritablement tout le monde, sans exclure vraiment les gens. À partir de là, c'est-à-dire les rebelles, les politiques. On pourrait donner
ait un sentiment d'apaisement ce sentiment pourrait être établi plus tard. D'accord. Parlons de géopolitique, Armstrong Agaya, sur le plan géopolitique. Et là, Georges, peut-être pour finir cet échange, on va parler de l'aspect géopolitique. Parce que le Tchad a été une voie autorisée dans plusieurs conflits, notamment celui de la République centrafricaine. Aujourd'hui, quelle lecture peut-on faire après la disparition d'une des clés de voûte de cet appareil sécuritaire de la sous-région? Alors, le décès d'Idriss Déby Itno change énormément de choses sur le plan géopolitique et surtout de la géopolitique sous-régionale. Idriss Déby Itno était le principal allié de Paris dans la lutte contre les djihadistes au Mali. Il vous souvient que l'armée tchadienne avait fait des opérations aux côtés de l'armée française dans ce pays-là. Le président tchadien était la clé de voûte de ce dispositif, Barkhane, qui est toujours à l'œuvre dans la région sahélienne. Son départ peut donc changer beaucoup de choses. Mais aussi en Afrique centrale, Idriss Déby, à plusieurs reprises, est intervenu en Centrafrique. La Centrafrique, dont tout le monde sait aujourd'hui qu'elle est devenue une espèce de tête de pont de nouvel impérialisme russe en Afrique centrale, les Russes qui sont aussi présents au Soudan. Et de ce point de vue-là, la situation du Tchad aujourd'hui pourrait susciter une certaine inquiétude parce que deux de ses voisins, à savoir la Centrafrique et le Soudan, sont des pays dans lesquels la Russie a une influence croissante. Et cette situation ne peut ne pas intéresser en plus haut lieu à Paris, susciter quelques inquiétudes. Ensuite, nous avons l'implication de l'armée tchadienne ces dernières années dans la lutte contre Boko Haram, la secte islamiste qui a beaucoup sévi entre le Nigeria, le Cameroun, le Niger et même dans toute la région du lac Tchad. L'armée tchadienne a fait des opérations en appui avec l'armée camerounaise pour endiguer la progression de Boko Haram dans les États de l'Adamawa et du Borno au Nigeria. Elle était aussi fait des incursions au Nigeria. Elle est impliquée également au Niger. Le décès d'Idriss Déby pourrait changer la donne dans l'implication de cette armée, en tout cas dans le temps de 18 mois de transition où elle devra se concentrer sur des questions de politique intérieure. Tout ça, ce sont des dossiers qu'il faudra surveiller de près et qui pourraient peut-être subir un changement notable du fait du départ du président. Merci à vous, Georges Dougueli. Je rappelle que vous êtes journaliste à Jeune Afrique. Merci d'avoir été avec nous durant cette émission que nous refermons avec nos invités sur le plateau de Gabon 24. Un mot sur la géopolitique, comment elle se redessine après la disparition du président Idriss Déby Itno? Bon, d'abord, en termes de géopolitique, et là, je pense on perd un leader, on perd un soutien. Et à cause du co-voisinage et de l'incursion aujourd'hui de l'armée russe, je pense que la France va se sentir obligée de renforcer sa position au niveau du Tchad pour ne pas perdre non seulement un allié, mais aussi d'avoir un bras sécurité entre la Libye et le Tchad. Donc je pense qu'on ne va pas perdre grande chose au niveau du Tchad, mais il y aura plutôt un renforcement des capacités militaires venant de la France dans ce pays. Armstrong Agaya. Oui, ce que je veux dire, pour ne pas revenir sur ce qui a déjà été dit, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique perd un grand homme. Et que derrière cela, je le rappelle encore, l'Union africaine devrait intervenir, tant pour le plan de la stabilité en interne au sein du Tchad, mais pour la stabilité également dans cette partie-là de la sous-région, lorsqu'on parle par exemple de l'implication des forces tchadiennes au sein du Sahel et autres. Oui, la France doit pouvoir intervenir, renforcer les effectifs, parce que la disparition d'Idriss Déby peut causer bien de motivation à de nombreux groupes armés et autres qui existent. Maintenant, il faudrait, ma foi, je pense, que cette même France et l'Union africaine avec l'Union européenne, toutes les institutions internationales qui
pour souvenir l'implication de ce grand homme, de ce leader qui, lui, n'a jamais eu de cesse d'être aux côtés des autres nations lorsqu'il était à la tête de l'Union africaine, que ces mêmes organismes se disent il faut à la fois penser à l'aspect intérieur, donc au Tchad, dans le fond et dans la forme, mais également au-delà du Tchad. Parce que c'est cela qu'on doit pouvoir retenir de cet homme, mais pas surtout le fait que son départ ait causé des affrontements encore plus meurtriers, qu'il y ait eu des violences encore plus graves au sein du Tchad. Voilà, merci à vous, Armstrong Agaya. Je rappelle que vous êtes membre de la rédaction de Gabon 24, vous êtes rédacteur en chef à Gabon 24. Il y avait à côté de vous Monsieur Billy Arnaud, qui lui est analyste politique. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Nous étions en direct de la France, de Paris, en France, avec Monsieur Dougueli, Georges Dougueli de Jeune Afrique. Il est spécialiste des questions africaines. Qui est donc ce monsieur qui dirige la transition au Tchad? La question est à propos. Mahamat Déby Itno n'était pas très connu de la presse, mais c'est lui désormais l'homme fort qui, durant 18 mois, va présider au destin du Tchad. C'est sur son portrait que nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Gabon 24. Mahamat Idriss Déby dit Kaka, reconnu comme un militaire assez discret, a fait toutes ses classes dans l'armée tchadienne. Issu du groupement des écoles militaires interarmées du Tchad, il a ensuite effectué un court séjour dans une école militaire en France avant d'intégrer définitivement les armées tchadiennes. En 2009, à 25 ans, il participe à la bataille d'Amdam contre une coalition rebelle menée par Timan Erdimi dans l'est du pays. Après avoir passé l'épreuve du feu sur le terrain, il intègre la Direction générale du service de sécurité des institutions de l'État qui englobe la garde présidentielle. En 2012, il dirige le groupement chargé de la sécurité du palais présidentiel avant d'être nommé à la tête de la Direction générale du service de sécurité des institutions de l'État. S'il n'était pas une personnalité publique de premier plan pendant la présidence de son père, il assurait la sécurité non seulement présidentielle, mais aussi du territoire tchadien. Le général Mahamat Idriss Déby a d'ailleurs en tant que numéro 1 du Conseil militaire de transition nommé les 15 généraux composant le Conseil militaire de transition qui dirigera le pays pendant 18 mois.